périnatalité Méditerranée. Je vais commencer à partager mon écran euh, et en profiter pour vous remercier, Jennifer, de nous avoir proposé de participer à ces rendez-vous de la coordination. Et je suis ravie d'inaugurer ce cycle de conférences, ou plutôt de petites visios. Alors, une seconde, je suis en train de chercher. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? C'est parfait. Ok, bon, bah écoutez, je démarre, je vais essayer de tenir le temps. Alors, rapidement. Euh, j'ai choisi pour cette première séance de rester sur vraiment une présentation un petit peu large du réseau de périnatalité Méditerranée et de ses missions. On ne va pas forcément beaucoup rentrer dans le détail des projets. L'idée, c'est vraiment de faire connaissance sur un temps plutôt court. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez par la suite avoir plus de renseignements sur les projets qu'on porte ou sur des sujets un petit peu plus techniques, à me recontacter, à nous recontacter, et puis on pourra prévoir des temps dédié vraiment au projet qu'on mène. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler avec vous, de pouvoir décrire un petit peu les mutations du réseau qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui fait qu'on a une activité qui est une activité foisonnante, mais qui peut être parfois un petit peu difficile aussi à comprendre pour nos partenaires. Réfléchir avec vous, en fait, aux collaborations qu'on a déjà commencé à mener et aux stratégies partenariales et un petit peu prospectives qu'on aimerait mener. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter du temps d'échange après pour qu'on puisse discuter de sujets qu'on a abordés, mais de sujets aussi qu'on n'a pas abordés et que vous souhaiteriez peut-être aborder avec le réseau. L'ordre du jour, très rapidement, donc le réseau et ses missions, nos moyens d'action et les outils que nous avons pour déployer et puis pour valoriser en fait finalement les actions qu'on va mener. Les collaborations que nous, on a identifiées pour les projets qu'on mène actuellement. Et puis un dernier point qui sera un petit peu plus prospectif sur des stratégies de collaboration et de partenariat qu'on souhaiterait développer et qu'on n'a pas encore forcément lancé. Alors, le réseau et ses missions. Donc, avant de parler du réseau de périnatalité Méditerranée, je pense que c'est important de comprendre ce qu'est un réseau de périnatalité en général, puisqu'en fait, les réseaux de périnatalité en France vont couvrir l'ensemble du territoire. Alors, ils sont apparus, ils ont chacun des histoires un petit peu différentes, qui sont souvent ancrées en fait dans les territoires et plutôt dans une histoire plutôt départementale en général. On voit qu'ils commencent à émerger à partir des années 90, plutôt vers la fin des années 90, à un moment où en fait on s'aperçoit que alors que la mortalité, la morbidité maternelle et néonatale était en chute très importante depuis plusieurs décennies, là il y a une stagnation des indices de mortalité et de morbidité maternelle et néonatale, et un besoin en fait de s'interroger sur la sécurité des soins et d'accompagner finalement la sécurité des prises en charge et des soins. C'est un sujet qu'on voit encore beaucoup dans les médias. C'est assez récurrent de voir effectivement des réflexions sur la sécurité des soins et des prises en charge en période périnatale en France. La France n'a pas forcément le meilleur classement parmi les pays européens. Et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels nous, les réseaux de périnatalité, on va beaucoup intervenir et beaucoup travailler. Il y a un deuxième objectif au moment de la création des réseaux de périnatalité qui est de vraiment faciliter le lien et la coordination entre les différents acteurs de la périnatalité. C'est aussi un moment où on commence à émerger un certain nombre de nouveaux acteurs dans l'écosystème de la santé, des acteurs dont vous faites partie, avec du coup un enjeu de lisibilité des parcours, de fluidité des parcours, dont dans le champ de la périnatalité, les réseaux vont être aussi les porteurs et les traducteurs, parfois auprès des professionnels de santé. Il y a un dernier enjeu qui est l'enjeu de l'accompagnement des changements de pratiques dans les soins, changements de pratiques aussi dans les liens entre la ville notamment et l'hôpital, puisqu'on est passé en fait d'un suivi qui était souvent un suivi plutôt hospitalier et des soins plutôt centrés sur l'hôpital à des soins qui sont maintenant partagés. C'est le cas dans la périnatalité, mais c'est le cas aussi dans d'autres champs de la santé, entre l'hôpital et la ville, avec un renforcement de ce lien ville-hôpital qu'on va aussi accompagner. Alors, quelques mots sur la périnatalité. La périnatalité, c'est un champ qui est assez large. On va parler de continuum périnatal. Donc, ça va inclure en fait tout ce qui se passe avant la grossesse, donc la santé sexuelle et reproductive, avec un travail qu'on va mener aussi sur la prévention des violences faites aux femmes. Le parcours périnatal, donc là, la grossesse, l'accouchement, l'après-accouchement, la période de postpartum,
Et puis l'accompagnement de l'enfance qu'on va appeler à risque de handicap. Souvent, c'est des enfants qui n'ont pas encore forcément de diagnostic qui a été posé, mais c'est des enfants dont on sait que, du fait des conditions de leur naissance, donc ça peut être la prématurité, ça peut être des malformations, ça peut être toute une série de critères essentiellement médicaux. On sait que ces enfants ont un risque de handicap, notamment de troubles du neurodéveloppement, et c'est ce qu'on va appeler les réseaux de suivi des enfants vulnérables, qui sont intégrés vraiment dans l'activité des réseaux de périnatalité. Les missions et la gouvernance des réseaux ont été renforcées, successivement en 2021, en 2023, et notamment avec l'instruction de 2023. Et les réseaux de périnatalité qui existaient un petit peu partout se sont transformés en fait en dispositifs spécifiques régionaux, dont vous avez entendu parler. C'est à ce titre qu'on est ici, avec des missions qui sont renforcées et aussi avec, une stratégie partenariale et un positionnement au sein de l'écosystème des acteurs de la coordination qui est renforcé. Forcément, bon, on a une collaboration qui est très étroite avec les ARS, en sachant que c'est une relation qui est vraiment une relation d'appui, à la fois dans la réflexion et puis bien sûr dans l'opérationnalisation des priorités en santé publique, dans le champ de la périnatalité. Donc ça, c'est les réseaux de périnatalité en général. Alors le réseau de périnatalité Méditerranée, ne déroge pas à cette règle et effectivement va en fait finalement incarner et a vécu un petit peu toutes ces mutations que je vous ai décrites, puisque c'est un réseau qui est issu de la fusion de réseaux de périnatalité territoriaux, qui existaient jusqu'en 2014. Alors c'était des réseaux qui étaient des réseaux, partagés, hein, finalement entre l'est et l'ouest de la région PACA et qui étaient parfois des réseaux qui étaient des réseaux pédiatriques et parfois des réseaux, plutôt, gynéco-obstétricaux. Donc l'enjeu finalement de la fusion du réseau de périnatalité et de sa création en 2014, c'était quoi? C'était l'harmonisation des missions et des pratiques qui étaient portées par les réseaux territoriaux pour avoir une vraie harmonisation et mutualisation des pratiques sur l'ensemble, du territoire en région PACA et l'intégration au sein d'un même organisme, donc le réseau de périnatalité Méditerranée, de l'ensemble des moments du continuum périnatal, donc la santé sexuelle, le parcours périnatal et le volet pédiatrique qui est réservé du coup plutôt à l'enfance à risque de handicap. En termes de compétences régionales, le réseau de périnatalité Méditerranée, va travailler donc sur la région sud, également sur la Corse et puis aussi un petit peu sur Monaco, en sachant que certains projets qu'on va pouvoir mener sur Monaco, du fait d'un système de santé en fait qui est différent, ne pourront pas être opérationnalisés de la même manière. Ce qui est important, c'est en fait de noter que le réseau de périnatalité a évolué, très rapidement et que cette évolution, elle s'est, accélérée ces dernières années. C'est-à-dire que depuis, maintenant, 3-4 ans, on a eu une montée en charge qui a été extrêmement importante et on est passé en fait, d'un réseau qui était plutôt, petit en termes d'effectifs et qui était vraiment resserré sur la qualité et la sécurité des soins, plutôt porté par des médecins coordinateurs, à un réseau, qui a, un volet d'animation territoriale qu'il n'avait pas avant, qui est porteur aussi d'une expérimentation pilote en article 51 qui est le parcours Cocon, avec, une équipe projet dédiée au portage de ce parcours dont je dirai quelques mots, qui est également apparu. Un pôle valorisation pour fluidifier justement un petit peu, heu, bah, tout ce travail, hein, qui a été mis en place, avec un pôle formation, un pôle évaluation, un pôle communication qui ont été mis en place. Donc on a eu en fait finalement en 3 ans, une importante diversification de nos modes d'action et une pluriprofessionnalité. C'est-à-dire qu'on est passé d'un réseau qui était essentiellement, porté par des soignants, à un réseau qui est porté à la fois par des soignants, mais aussi par des équipes projets qui sont plutôt en contact, en général, avec les acteurs de la coordination. Ça a un impact forcément sur notre politique partenariale, puisque ça implique de nouvelles coopérations. Donc ces coopérations, elles ont déjà commencé à se mettre en place, hein, depuis un certain temps, notamment au travers de l'équipe des 1000 premiers jours qui a beaucoup travaillé avec les CPTS, les DAC, les hôpitaux, les URPS, et cetera. Ça implique aussi pour nous de revoir un petit peu nos pratiques et nos processus d'adhésion. Là, c'est un process dont on pourra parler un petit peu à la fin, qui est encore en cours. On a reçu ces derniers mois un certain nombre de demandes d'adhésion de dispositifs de coordination, en santé. Pour l'instant, le réseau, c'est un réseau qui est vraiment constitué de professionnels de santé. Donc l'essentiel des collèges, ce sont des pros, soit des établissements de santé, soit, des professionnels libéraux, soit des associations d'usagers. Mais on est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait aussi intégrer, des dispositifs autres, des acteurs associatifs au sein de nos instances. Alors,
Sans rentrer dans le détail des projets, je me suis dit que c'était quand même intéressant de présenter nos axes d'action assez rapidement, en sachant que ces axes d'action, ils vont exprimer en fait cette dualité dont je parlais, donc cette dualité entre effectivement une expertise assez technique qui va être portée plutôt par les médecins et une dimension plutôt d'animation et de coordination qui va être portée plutôt par les équipes projets. Donc, ces axes d'action, ils vont en fait finalement reprendre ces objectifs hein, de sécurité des soins, de fluidification des parcours, d'accompagnement des nouvelles pratiques que j'ai énoncées un petit peu plus haut, et puis ils vont les décliner sur l'ensemble du champ périnatal. Donc, le premier axe, c'est promouvoir la santé sexuelle et permettre au couple de maîtriser le moment de son projet de grossesse. Donc là, ça va être vraiment la santé sexuelle et reproductive. Ça va être aussi l'accès à l'IVG, puisque c'est ça aussi, maîtriser le moment de son projet de grossesse. Et on va avoir à chaque fois, donc cependant entre un côté production de savoir, un côté animation territoriale et puis au milieu, c'est un peu la rencontre entre ces 2 versants, hein, de l'activité du réseau, bien sûr, les formations. Par exemple, pour la santé sexuelle, on va avoir un travail, de sensibilisation, un travail sur les protocoles, par exemple sur le CMV. On va avoir un travail qui va être fait, sur la sensibilisation à différentes, maladies. On va avoir des formations qui vont être dispensées, donc les formations, par exemple, sur l'IVG médicamenteuse et puis on va avoir de l'animation territoriale avec des ateliers d'aller vers, heu, pour les usagers, pour les acteurs associatifs et cetera. 2e axe, sensibiliser les professionnels et les patientes à l'environnement favorable à la grossesse et au développement de l'enfant. Là, ce sera beaucoup porté par l'équipe des 1000 premiers jours et souvent en collaboration avec des acteurs, de la fax. Ce sera, tout ce qui est réflexion sur un certain nombre de sujets, les vulnérabilités, la santé environnementale. Donc là, ce sera à nouveau un petit peu plus peut-être le pendant un petit peu plus médical, des formations aux entretiens, motivationnels, aux entretiens préconceptionnels et cetera et bien sûr de l'animation territoriale avec de l'organisation de journées. La dernière, c'était avant-hier, c'était une journée consacrée à la psy périnatalité, donc ça fait le lien avec le point suivant, et des outils mis à disposition des acteurs sur les territoires. 3e axe, prévention et repérage des troubles des liens parentaux. Donc ça va être vraiment le lien entre l'enfant et sa famille et la manière dont on travaille en fait avec la famille dans sa globalité, notamment dans des contextes de vulnérabilité psychosociale. 4e point, qualité et sécurité des prises en charge de la mère et de l'enfant. Donc là, ce sera vraiment toute une partie de formation, hein, des équipes médicales, à la réa-néonate, à l'hémorragie du postpartum et à leur prise en charge. Et il y aura toute une partie de dissémination ensuite de ces savoirs et de ces outils. Axe 5, préparer et accompagner le retour à domicile et favoriser le bien-être de l'enfant. Donc, ce sera un travail qui sera beaucoup porté par les puéricultrices, avec un travail sur les soins de développement et sur la prévention et l'accès de l'information aux usagers. Puis, dernier axe dont j'ai un petit peu parlé, donc c'est ce fameux parcours cocon, cette expérimentation. Il s'agit vraiment de prévenir et d'accompagner le handicap et la maladie du nouveau-né. Donc là, ce sera plutôt de la coordination, avec malgré tout un volet formation, puisque les médecins, et les équipes, en charge de ce projet vont faire des formations sur l'ensemble du territoire, sur la détection des troubles du neurodéveloppement et sur la prise en charge de l'enfant, puis couplé à une autre activité de recherche, qui est le travail sur le dépistage de la surdité, de l'enfant. Donc voilà, donc c'est un petit peu nos 6 axes d'action, et finalement toute l'activité, du réseau va rentrer, dans ces axes qui vont finalement un petit peu synthétiser l'ensemble de l'activité et l'ensemble, des perspectives des acteurs du réseau. Alors ces outils qu'on va pouvoir, créer, ils vont être disponibles sur le site du réseau et en général annoncés et diffusés via la gazette. Donc on va avoir les protocoles, par exemple, qui vont être en libre accès sur le site du réseau. On va avoir aussi des outils qui ont été mis en place, notamment par l'équipe des 1000 premiers jours, comme des cartographies d'acteurs, des documents d'appui. Voilà, donc toutes ces ressources, elles sont en ligne, vous pouvez les trouver sur le site, avec quand même une petite nuance, on est en train de réfléchir à une refonte du site, mais on vous en informera en temps voulu. En tout cas, tous les contenus pour l'instant sont accessibles et on a également une plateforme qui s'appelle Réseaumed TV, qui à mon sens est assez intéressante parce qu'en fait, elle propose alors à la fois, de revoir un certain nombre d'événements, de journées, qui se sont tenus, au réseau, mais aussi d'accéder vraiment à des contenus thématiques, à des documentaires et à des e-learning. Alors c'est des e-learning qui sont, intéressants, hein, pour les professionnels de santé. Il va en avoir sur, l'allaitement, sur les liens qui s'instaurent au sein d'une famille. C'est aussi intéressant pour les usagers, et ça peut être intéressant aussi pour les publics que vous pouvez être amenés à rencontrer.
Réseau TV, c'est également accessible gratuitement. Il faut juste voilà, se créer un compte pour pouvoir participer et créer son accès au e-learning. Alors, quelques mots des coopérations que nous, on a identifiées avec vous. Alors, j'ai remis la manière dont est structurée en fait l'activité du réseau. Je vais pas reprendre ça, hein, c'est plus pour information. En fait, on a un petit peu découpé nos axes d'action entre différents pôles: santé sexuelle, parcours périnatal, pédiatrie. Puis là, c'est les équipes en fait, hein, qui travaillent sur les différents sujets. Nous, ce qu'on a identifié comme collaboration possible, et c'est des collaborations qui ont déjà, hein, souvent, lieu, mais qui peuvent être amenées à monter en puissance, c'est, bah, une collaboration bien sûr sur la lisibilité, la fluidité des parcours. Des collaborations qui ont déjà lieu, mais qui vont continuer et puis qui vont encore continuer à devoir être, à être intensifiées sur le renforcement du lien entre la ville et l'hôpital. Des actions en général sur la prévention et la promotion de la santé. Alors là, j'ai mis ça, de manière très large, mais ça peut être un petit peu, en fait, finalement, dans tous les domaines et puis on est voilà, c'est vrai qu'on a pu collaborer sur des sujets un petit peu transversaux. Par exemple, sur, le volet pédiatrique, il peut y avoir des liens avec des questions, par exemple, sur, la nutrition, l'obésité infantile. Enfin, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être aussi abordés, sous différents angles. Réflexion sur la pérédance et le soutien à la parentalité, d'usagers. On est tout à fait intéressé par les retours et par les expériences, de toute structure et de toute équipe ayant travaillé également sur ce sujet, avec qui on pourrait un petit peu comparer nos perspectives, voire mener, peut-être, je sais pas, une réflexion conjointe. Réflexion sur les vulnérabilités, donc il y a déjà un gros travail, hein, qui a été mis en place par l'équipe des 1000 premiers jours, dans le champ, bah, de la précarité, des addictions, des vulnérabilités, en général, hein, finalement. Et puis un autre axe qui peut être intéressant, peut-être particulièrement avec les CPTS, donc c'est avec les DAC, les Carcassonne, c'est toute la question de l'articulation entre les parcours des adultes et le parcours de l'enfant vulnérable. C'est-à-dire qu'on va avoir soit dans les parcours adultes avec, des mamans qui vont être dans un parcours périnatal, qui vont avoir un autre parcours de soins, un autre parcours de santé en parallèle, la manière dont, par exemple, un parcours en addicto et un projet de grossesse, ça peut s'articuler. Ou comment, bah, quand on parle plutôt du parcours de l'enfant, pareil, un enfant qui va sur un parcours de santé complexe, notamment un parcours de prévention ou un parcours de prise en charge d'un trouble du neurodéveloppement, va être au sein d'une famille où peut-être que le parent peut-être pas, mais peut-être aussi que oui, le papa ou la maman va être aussi dans un parcours de soins complexes, quel qu'il soit. Donc peut-être des réflexions aussi à avoir sur l'articulation entre ces différents parcours. J'ai décidé de faire, un focus sur 2 projets particulièrement qui, à mon sens, sont un petit peu les points d'entrée, pour les acteurs de la coordination, donc les 1000 premiers jours que je pense que vous connaissez déjà plutôt bien. Donc je vais pas forcément beaucoup en parler, c'était plutôt pour vous remettre les contacts des chargés de territoire. L'objectif des 1000 premiers jours, bah, forcément, c'est d'améliorer, de fluidifier les parcours de santé périnatale ville-hôpital, notamment au profit des familles en situation de vulnérabilité. Avec vraiment un travail sur l'interconnaissance, le décloisonnement des secteurs sanitaires, social, médico-social, associatif, l'identification des parcours et des ressources du parcours et des besoins du territoire et puis une action de formation, de sensibilisation, d'accompagnement des pratiques professionnelles. Je vous remets ici l'équipe. Donc, l'équipe, est une équipe, qui est, partagée entre les différents départements pour que justement ce soit plus facile aussi de créer des liens et d'avoir des actions de proximité. Donc voilà, on vous enverra le PowerPoint. N'hésitez pas à solliciter directement, les personnes qui sont en charge, de l'équipe des 1000 premiers jours. Deuxième projet qui est le parcours, avec lequel il y a peut-être le plus de liens à créer, peut-être un petit peu moins qui ont été créés jusqu'à présent, c'est le parcours Cocon, donc ce fameux parcours de suivi des enfants vulnérables de 0 à 5 ans. Je ne vais pas le redécrire, on pourrait en redire quelques mots si vous le souhaitez pendant le temps d'échange. Je vous mets en tout cas le contact de la chef de projet qui est Clémence Basse et qui elle aussi est ouverte à toute, discussion et toute, collaboration. Il y a déjà eu des liens qui ont été faits, mais on peut toujours en faire, hein, sur le sujet de la vulnérabilité et sur le sujet, de l'accompagnement des familles. Je vais finir, sur des enjeux un petit peu plus prospectifs et des collaborations que nous on souhaiterait un petit peu plus développer. On va lancer alors on a commencé déjà à lancer en interne, mais on va les lancer et les ouvrir en fait à nos partenaires, à la rentrée scolaire. On fera les appels à manifestation d'intérêt avant l'été,
avec qui il est lancé assez rapidement, fin septembre, début octobre, 4 commissions. Donc l'enjeu de ces commissions, c'est vraiment, de sortir du temps qu'on va avoir, sur les projets qui sera vraiment un temps d'opérationnalisation, hein, de notre feuille de route, pour ouvrir un petit peu, des espaces de discussion, des espaces d'échange, des espaces de réflexion sur, 4 thématiques qui nous ont semblé prioritaires. Donc c'est prendre soin des soignants, une commission qu'on a appelée interculturalité, une commission qu'on a appelée santé et environnement et une commission qu'on a décidé de dédier en fait au sujet de l'aidance. Alors l'objectif de ces commissions, c'est quoi? C'est tout simplement de réunir autour de la table, heu, alors pas forcément des partenaires, mais en tout cas des acteurs, de la santé ou du champ médico-social ou du champ associatif, hem, qui, sont sensibles, qui touchent d'une manière ou d'une autre au sein de leur activité ces sujets pour pouvoir en fait, bah, un petit peu plus élaborer finalement des réflexions sur des sujets qui sont un petit peu en sous-titre dans notre activité, mais qu'on n'a pas forcément le temps d'analyser. L'idée, c'est qu'en fait, ces commissions, elles se fassent sur, 2 ans, donc une première année qui sera peut-être plus consacrée à, des temps d'échange au sein de ces grandes thématiques qui ont été isolées, puis une deuxième année où il sera peut-être plus pertinent de passer à la production, un «livrable» entre guillemets. Ça peut être, une charte de bonne pratique, ça peut être un outil, ça peut être un certain nombre de choses. Quelques éléments supplémentaires, hein, sur ces commissions, donc prendre soin des soignants, c'est vraiment, avec une acception assez large, donc ça peut être tout à fait, tout ce qui est, question autour de la seconde victime, du psychotrauma d'un soignant, par exemple, qui a été confronté à un événement indésirable grave, mais ça peut être aussi une réflexion sur les conditions de travail d'équipes qui sont de plus en plus, confrontées, par exemple, à des pénuries d'effectifs sur le terrain, à, des conflits parfois, de valeurs, des difficultés émotionnelles. Donc ce sera vraiment dans ce sens très, très large que sera lancée la commission. Interculturalité, ça se réfère bien sûr au parcours migratoire, mais, de manière un petit peu plus large, avec la question, bah, de comment est-ce qu'on intègre l'interculturalité dans les soins, à la fois dans les pratiques, dans la compréhension entre le patient et le soignant, avec, bien sûr aussi l'appréhension des vulnérabilités que peut constituer, l'arrivée dans un nouveau pays avec, tout ce qui peut aussi arriver en termes de précarité, en termes de difficultés d'adaptation, de logement et cetera et cetera. Santé, environnement, bon, je pense que ça parle un petit peu de soi-même, bah, tout ce qui est effectivement santé environnementale et danse, bah, c'est vrai que, au début, on s'était posé la question de faire une commission plutôt sur le handicap et en fait, on s'est plutôt dit qu'on voulait parler en fait, heu, de l'accompagnement ou de l'entrée dans des parcours de personnes qui vont se positionner en tant qu'aidants. Au réseau de périnatalité, ce sera souvent des aidants du coup des enfants suivis dans les parcours de coordination, mais ça peut être intéressant d'en discuter ensemble. Donc ça, c'est les commissions qu'on va lancer et je pense qu'on passera par la fac pour, lancer aussi nos appels à manifestation d'intérêt. De manière plus opérationnelle, nous, on a vraiment cette plateforme Réseaumed TV, qu'on est en train de développer. On est ouvert, à la possibilité d'y mettre d'autres contenus. Alors, plutôt dans le champ de la périnatalité, puisque ça reste le réseau de périnatalité, mais avec l'idée, une fois de plus, de faire des ponts. Donc ça pourrait être tout à fait, par exemple, en lien avec les addictions, en lien avec le sevrage, en lien, avec, des maladies chroniques, le parcours périnatal. Donc il y a pas mal de possibilités, hein, auxquelles on est ouvert. Il ne faut pas du tout hésiter à nous solliciter. Après, je pense que, bah, nous-mêmes, solliciter des rendez-vous sur ce sujet. Mais en tout cas, si vous avez un projet de création de contenu, vous ne savez pas trop comment le valoriser et comment en tout cas, ou si vous avez déjà des contenus qui ont été créés et qui pourraient être pertinents, nous, on est tout à fait ouverts, en tout cas, à ouvrir la plateforme Réseaumed TV à des contenus qui vont avoir un lien avec la périnatalité, mais qui permettent aussi d'ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors là, c'est peut-être plus un appel du pied pour la fac. C'est vrai que nous, on est en train d'avoir une réflexion sur les formations, qu'on propose. C'est des formations qui ont été offertes, aux participants pendant une longue période. On est en train de mettre en place des formations payantes et de réfléchir à la manière dont justement on met et on appuie ce changement de pratique. Je ne sais pas si d'autres dispositifs de coordination sont concernés par cet enjeu. Je pense que oui. C'est vrai que je pense que ce serait intéressant de peut-être unir un petit peu nos perspectives et d'échanger pour avoir aussi une stratégie peut-être, un petit peu plus harmonisée,
entre nous. Donc voilà, c'est un appel de pied. Et puis globalement, on est intéressé sur la réflexion sur les e-parcours. On a une expérience de e-parcours grâce au parcours Cocon, puisqu'on va effectivement utiliser et on a mis en place Azure Réseau dans le cadre de ce parcours. On est assez intéressé sur ces sujets de accès aux données aussi par les usagers, basculement sur les DMP, euh, ouverture de ce type de plateforme des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs du champ de la santé. Qu'est-ce que ça signifie à partir du moment où les enfants, par exemple, vont être dans un établissement médico-social, etc., etc., etc. Donc voilà, un certain nombre d'interrogations sur ces sujets sur lesquels on serait heureux de participer et d'échanger. Voilà, j'ai essayé de tenir les 30 minutes, donc je m'arrête ici et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si des choses n'ont pas été claires. Un grand merci, Alex. C'est parfait pour le timing. Avant de laisser la parole pour les temps d'échange, juste rebondir du coup sur sur ce que l'appel du pied autour de la formation. Et comme ça, au moins, ça fait le lien et tout le monde sera à peu près au courant. Et effectivement, c'est un des objectifs de la fac de travailler d'une part et en priorité sur la lisibilité des formations que proposent les différents acteurs de la coordination en région, en proximité, etc. Voilà, pour que vous puissiez tous avoir accès à ce catalogue de formations voilà, qu'on va mettre petit à petit en place, qui sera disponible sur notre site internet également. Et après, on va essayer, mais ça ne sera pas pour 2025, ça sera très certainement à partir de 2026, de travailler à élargir un petit peu notre champ de compétences autour de la formation et de travailler, pourquoi pas, avec la possibilité d'être organisme de formation et de travailler ensemble. En tout cas, c'est la Fax Occitanie, par exemple, fonctionne comme ça, avec la possibilité justement de faire valoir les formations de nos adhérents à destination des autres adhérents, mais à destination aussi des autres partenaires. Donc, c'est un projet voilà, qui, celui-là, est plutôt à moyen long terme. En tout cas, ce qu'on peut déjà démarrer, c'est travailler sur la lisibilité des formations existantes et donc, du coup, l'accès facilité à vos formations. Alors, la place aux questions, qui va se lancer pour la première? En tout cas, merci, c'était très, très clair, Electre. Merci pour votre présentation. Est-ce que quelqu'un se lance? Bon, sinon, en attendant, moi, je me lance sur une question, enfin sur plusieurs, j'en ai noté quelques-unes. Je suis peut-être passée à côté de l'information. Réseau Med, c'est ouvert aux professionnels. C'est une plateforme qui est ouverte aux professionnels et aux C'est personnes. c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est destiné prioritairement aux professionnels de santé au sens où c'est quand même plutôt des contenus qui vont les intéresser, mais en fait sur un certain nombre de sujets, notamment sur le lien avec le nouveau-né, l'allaitement. En fait, c'est des sujets qui sont aussi pertinents pour des parents, par exemple. Donc voilà, ou des acteurs aussi du champ associatif qui vont par exemple dans les centres sociaux ou dans différentes structures vont accompagner des familles parce que ça va aussi proposer une forme un petit peu de soutien à la parentalité. Et puis eux, ça peut aussi leur permettre de réfléchir et de prendre un petit peu du recul par rapport à des situations qu'ils vont voir. D'accord, donc en termes d'appui aux D'accès, professionnels dans les DAC, mhm, par exemple, ou dans d'autres, ou dans les CPTS, on peut très bien relayer l'information de Réseau Med, absolument, que ça soit à des professionnels, mais également à des personnes. complètement. D'accord. Au niveau, justement de la coordination de parcours individuel, alors, je pense que sur Cocon, c'est assez clair qu'on peut vraiment travailler sur, sur les prises en charge entre guillemets «individuelles». Est-ce qu'on peut vous contacter sur du conseil autour de la prise en charge individuelle et dans ces cas-là, comment? Bien sûr. Alors, si c'est du conseil sur la prise en charge individuelle pour un enfant, du coup, ce sera toujours le même contact, ce sera le contact de Clémence Basse qui ensuite relaiera, probablement, c'est des questions qui sont plutôt des questions d'ordre médical, les questions aux pédiatres coordinatrices. Je pense que c'est mieux d'avoir peut-être un même point d'entrée pour toutes les questions pour ne pas, en fait, finalement, multiplier les interlocuteurs puisque de toute façon, Clémence fera très, très bien ce lien. Si c'est du conseil, pour, plutôt le parcours périnatal ou par exemple, une question par rapport à la sécurité des soins ou une situation qui a pu interpeller, ce sera plutôt les chargés de territoire des 1000 premiers jours qui, à leur tour, vont relayer les questions qui seront plus techniques à la coordination médicale qui reprendra contact, bien sûr, avec l'auteur de la question. En D'accord. fait, on a un petit peu hésité à mettre tout l'organigramme et tous les participants, mais c'est vrai qu'en fait, en plus,
les quotités de travail font que tout le monde ne sera pas disponible au même moment, surtout sur les questions techniques et sur les questions médicales. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que si ça concerne la santé de l'enfant, ce sera Clémence Vaz pour le parcours cocon. Si ça concerne le parcours périnatal, la grossesse et en fait finalement tout autre sujet sur la qualité et la sécurité des soins, ce sera les chargés de territoire, y compris pour des demandes de formation et elles releront ensuite auprès de notre pôle formation. D'accord. Après, on peut toujours me saisir directement aussi, hein. Je ne suis pas en train de m'extraire de toute responsabilité. N'hésitez pas si vous avez des questions plus institutionnelles ou plus organisationnelles. Mais c'est vrai que pour les acteurs de la coordination, je pense que les premiers contacts à privilégier, ce sera toujours les chargés de territoire et Clémence pour le parcours cocon. Ok. C'est bien noté. Est-ce que d'autres ont d'autres questions à poser? Moi, j'en aurais une. Bonjour. Je me pose la question, quand vous qualifiez, enfin, vous expliquez les différentes étapes, on va dire, l'avant-grossesse, suivi préventif, l'accompagnement aussi au niveau des violences, enfin tout ça, risque handicap aussi, l'accompagnement dans tout ça. Est-ce que vous avez des critères, enfin, au niveau de l'âge ou à quel moment s'arrête ou pas un suivi? C'est quoi le continuum en fait vu que vous cherchez aussi un continuum, donc on va dire, vu qu'on démarre, on va dire plus l'avant-grossesse quand c'est possible de le faire, jusqu'à quel moment on peut poursuivre, même quand l'enfant est né, etc. Oui, alors nous, on va faire du suivi seulement pour l'enfant à risque de troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que la coordination de parcours, le suivi médical qu'on va faire, ce sera vraiment seulement pour l'enfant en situation de risque de troubles du neurodéveloppement. Et là, il y aura des critères d'inclusion qui seront assez précis. Je peux vous les dire rapidement. En fait, c'est des enfants Alors, pour les enfants qui sont nés avant 2022, avant septembre 2022, c'est des grands prémas, donc des enfants qui sont nés avant 33 semaines d'aménorrhée, qui vont avoir du coup des rendez-vous de suivi aux âges clés, tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, ensuite 18 mois, 24 mois, 24 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau de suivi des enfants vulnérables. C'est ce qui est en fait un peu en pratique dans la grande majorité des réseaux de périnatalité en France. Le parcours cocon, c'est à commencer en fait en septembre 2022, donc c'est seulement les enfants qui sont nés après septembre 2022 qui peuvent bénéficier de ce parcours. Donc tout enfant né après septembre 2022 peut intégrer ce parcours de santé à partir du moment où il va avoir les critères d'inclusion du parcours. Donc les critères d'inclusion, c'est, je vous enverrai si vous voulez avec la présentation, je pourrais rajouter les critères d'inclusion, je vous les dis rapidement, mais comme ils sont nombreux, je ne suis pas sûre que ce soit facile de tout retenir. C'est grande prématurité, donc avant 33 semaines d'aménorrhée, prématurité modérée avec facteur de vulnérabilité psychosociale, retard de croissance inférieur au troisième percentile, malformation grave, donc ça peut être par exemple des cardiopathies. En gros, les malformations qui ont entraîné une opération pendant la première année de vie. Infection sévère, exposition à des toxiques, en sachant que les toxiques, on parle de toxiques à partir de 2 toxiques, donc par exemple tabac plus cannabis par exemple, ou tout autre stupéfiant. Ça peut être aussi des médicaments qui sont pris en charge, qui sont pris dans le cadre de traitements de maladies chroniques. Euh, voilà, ce sera ça les critères d'inclusion. Donc, ça fait une cohorte assez importante. Là, on a quand même 2500 enfants dans le parcours qui sont suivis. Et là, ça va être à la fois du suivi et ça va être des soins. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants vont pouvoir bénéficier de soins, par exemple, en psychomotricité, avec un financement dérogatoire qui fait que c'est le réseau de périnatalité, en fait, qui va financer les soins pour les familles directement auprès des professionnels de santé. Les soins, ce sera psychomotricité, ce sera ergothérapie, ce sera orthophonie, kinésithérapie, orthoptie et psychologie, plutôt pour les familles. Donc, tout enfant né après septembre 2022 peut participer à ce parcours et c'est jusqu'à leurs 5 ans. D'accord, merci beaucoup. Oui, si je peux poser une question. Je suis le docteur Simplement, Roffet. voilà, super. Si vous pouvez vous présenter Oui, quand je vous posais la question, c'est parfait. Merci beaucoup. voilà, donc je suis le docteur Roffet, je suis médecin coordinateur au DAC Varest. Je travaille à la CPTS en Dracénie et je travaille aussi à Promotion à Draguignan. C'est pour ça que je vous appelle, parce qu'on a beaucoup de gens donc, qui n'ont pas accès aux soins qu'on prend en charge gratuitement, mais entre autres des migrants. Enfin, et du coup, ces enfants migrants ou qui sont dans la rue, donc sont vulnérables, non pas pour des raisons de santé, mais d'environnement. Donc, ça, ils peuvent rentrer dans ce cadre-là, même s'ils ne sont pas dans ce que vous avez. Alors,
Ils peuvent rentrer dans ce parcours s'ils ont malgré tout aussi les critères médicaux, c'est-à-dire que par exemple un enfant qui aura une prématurité modérée et D'accord, des ouais. vulnérabilités voilà, socio-économiques, psychosociales, il va rentrer dans ce parcours. Un enfant qui aura que de la vulnérabilité psychosociale, mais qui par exemple sera né à terme, n'aura pas de retard de Ouais, croissance, pas d'exposition à des toxiques, pas de malformation, il ne pourra pas être inclus malheureusement dans ce parcours. En d'accord. revanche, le fait que les parents aient un numéro de sécurité sociale ou non n'est pas bloquant. D'accord, ouais. Oui, nous, c'est plutôt, enfin, quand il y a médicalement, il y a un problème, évidemment, ils sont suivis ou Mm, mm. orientés, hein, donc c'est pas effectivement un gros problème, mais c'est plutôt des gamins qui sont un peu paumés au niveau psycho, de par la violence, le transfert, enfin bon, on va pas vous raconter Oui, oui, bien sûr. les Non, je parcours comprends. migratoires, voilà. D'accord, donc Mm. du coup, on voit Non, simplement avec les travailleurs malheureusement, sociaux, ok. Ok, ouais, ouais, malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'inclure des enfants qui n'auront pas de critères de vulnérabilité médicale. ok. C'est plutôt ça, aussi. Mm. Merci. Allez, je prends la main. Oui. Juste, vous avez parlé de santé sexuelle. Quel serait ou quels sont vos liens avec le CORES qui vient de se mettre en place? Alors, le CORES vient de se mettre en place et on va demain voir le CORES pour en discuter. Non, on est déjà en lien avec le CORES sur un certain nombre de sujets. Euh, on va continuer à travailler hein, sur la santé sexuelle dans le champ de la périnatalité. C'est vrai que les missions du CORES dépassent le champ de la périnatalité de manière large. Donc, l'idée, c'est qu'on va vraiment travailler ensemble. Nous, on n'a pas les ressources en épidémiologie, par exemple, que va avoir le CORES et qu'il va continuer à avoir. Pour l'instant, on travaillait déjà avec les corrigis sur le volet des formations et sur le volet de l'animation territoriale. Donc, je pense qu'on va continuer en fait à travailler justement sur plutôt la valorisation des données et du travail épidémiologique qui sera fait par le CORES sur le sujet de la santé sexuelle en périnatalité et continuer à faire ce qu'on fait en termes de coordination des acteurs de santé en lien avec le CORES dans le champ de la périnatalité. Mais c'est une collaboration qui est aussi à construire, hein, puisque effectivement le CORES vient d'être constitué. Merci. J'avais une autre question sur la prise en charge des situations individuelles, l'accompagnement au niveau individuel. Vos équipes, elles se déplacent, elles font de la coordination téléphonique, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a de l'aller vers ou est-ce que du coup vous faites appel à d'autres partenaires? Pour la coordination de parcours, donc pour le parcours de l'enfant vulnérable, Oui, alors il va y avoir pour les enfants qui habitent dans les quartiers défavorisés de Marseille, dans le 14e, 15e, 16e, il va y avoir une équipe mobile. Donc c'est une expérimentation au sein d'expérimentation qui va pendant la première année de vie de l'enfant aller au domicile des familles, avec des professionnels du coup qui ont conventionné. Donc ça fait partie du parcours cocon. L'idée, c'est qu'en fait, ça fait un peu une espèce de sas entre le parcours cocon tel qu'il est pensé en fait et offert à l'ensemble des familles et ces familles qui ont peut-être une vulnérabilité en tout cas supplémentaire du fait des conditions, voilà, des conditions socio-économiques dans lesquelles elles peuvent se trouver et qui permet effectivement de mieux suivre les enfants dans dans la première année de vie. Donc, il va y avoir des visites à domicile. Ensuite, nous, on est en lien avec ces familles. Alors, essentiellement au niveau de la coordination par téléphone, par questionnaire, par courrier, on est assez vigilant en fait au fait de ne pas perdre justement les familles de vue. Et quand on voit que un médecin nous alerte sur le fait qu'il y a des rendez-vous médicaux qui n'ont pas été honorés ou un paramédical qui nous alerte sur le fait qu'il ne sait pas où est la famille, à essayer de retrouver ce lien. C'est aussi pour ça en fait qu'on a créé le comité des usagers, le comité des parents, pour mieux intégrer en fait aussi justement les perspectives des familles et croiser en fait ce que nous on percevait comme être des bonnes pratiques pour justement parler en fait aux familles et ce que les parents nous renvoient en fait du parcours. Parce que ce dont on s'est aperçu assez rapidement, c'est qu'en fait, on partait du postulat qu'au moment de l'inclusion qui est faite dans les services de maternité, les parents avaient été sensibilisés au risque de troubles du neurodéveloppement. En général, c'est pas le cas, et puis c'est un sujet qui est encore parfois difficile à aborder avec les familles. Donc il y a tout un travail en fait aussi de promotion de la santé. On a mis en place une newsletter pour les parents avec des contenus. On a rediffusé par exemple la campagne de l'année 15 Handicap Agir tôt, qui alerte les parents justement sur un petit peu les signes, on va appeler les signes précurseurs d'alerte, sur la nécessité de comprendre que leur enfant est à risque sans pour autant, parce que c'est toute l'ambiguïté du parcours, c'est que c'est des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, peut-être que certains ne le seront pas, enfin d'ailleurs la majorité, hein, on a 40% des enfants qui bénéficient de soins, 60% qui n'en ont pas besoin. Donc ça correspond plus ou moins d'ailleurs aux statistiques de risque, hein. On sait que dans la cohorte qu'on a construit, 40% des enfants ont un
vont développer un trouble du neurodéveloppement. C'est plus ou moins ce qu'on voit, en sachant qu'en mettant des soins préventifs et précoces, on diminue quand même l'impact, enfin, on améliore la trajectoire neurodéveloppementale de ces enfants. Donc, il y a tout ce travail auprès des familles qu'on a essayé de mettre en place. Donc, c'est pas parfait malgré tout parce qu'il y a des biais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe essentiellement par le numérique, ça veut dire que les personnes qui ne vont pas recevoir les newsletters, qui ne vont pas recevoir les questionnaires, ne vont pas nous faire de retour. Et on voit bien que dans le comité des parents, on va quand même avoir une représentation de parents euh, plutôt habitués, par exemple, à la visio. Euh, donc, on cherche à toucher plus de parents aussi, des parents qui ne sont pas forcément habitués à ces outils informatiques et tout. C'est pour ça qu'on est aussi intéressé, si jamais voilà, il y a des expériences à croiser sur ce sujet. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, voilà, les visites à domicile, c'est vraiment pour une population spécifique au sein de Marseille parce que c'est aussi un financement en fait supplémentaire qu'on a pu avoir de l'ARS pour ces visites à domicile dans le cadre de l'équipe mobile. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est quand même très intéressant et que si on pouvait généraliser ça, ce serait probablement très bénéfique à beaucoup de familles en fait. Donc, ça serait peut-être intéressant de pouvoir se dire qu'on peut vous faire remonter au moins les besoins en termes d'aller vers, pour que Bien dans sûr. votre expérimentation et dans cet article 51, ce besoin-là d'aller vers et de proximité se fasse, enfin, soit remonté et puisse être réfléchi en tout cas dans la généralisation de votre expérimentation. Absolument, d'autant plus que le parcours Cocon, c'est une expérimentation qui va avoir une évaluation. Il y a déjà une évaluation intermédiaire, il y aura une évaluation finale. Plus on va avoir de retours et de suggestions aussi d'amélioration, plus on va pouvoir aussi donner au national qui, in fine, va statuer sur la pérennisation et sur la généralisation de l'expérimentation pour nourrir leurs décisions et pour améliorer en fait le design de ce qui va être mis en place. Vous parliez, Monsieur Roffet, justement d'enfants qui n'ont pas forcément de critères médicaux, mais qui ont une vulnérabilité et qui auraient besoin probablement peut-être d'être inclus dans un parcours de ce type. C'est un constat qu'on nous a déjà rapporté aussi sur le territoire et nous, ça fait partie de ces choses qu'on va remonter au national. Plus on va avoir d'éléments concrets, donc on peut tout à fait prévoir un temps d'échange à un autre moment pour avoir peut-être plus d'éléments aussi voilà, à apporter avec des cas cliniques, des situations concrètes, et plus ça nourrira la décision. Par exemple, on n'a pas non plus dans les critères d'inclusion le fait d'avoir dans la fratrie des troubles du neurodéveloppement. Donc pareil, ça fait partie des sujets qu'on va porter au national, puisque à mi-parcours, on est déjà plus qu'à mi-parcours, on s'aperçoit qu'en fait, quand on va aller voir nos partenaires, parce que nous, on est vraiment sur de l'articulation, c'est-à-dire qu'on va aller voir après les PCO, les CAMS. L'idée, c'est pas que les enfants restent dans ce parcours ad vitam aeternam. L'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a un diagnostic ou que l'enfant a des signes sévères, ou en tout cas suffisamment sévères pour déclencher un adressage vers un CAMS ou vers une PCO ou un dossier MDPH, l'idée, c'est de passer le relais pour que l'enfant ne perde pas de temps et que tout ce qui a été mis en place après au niveau d'aménagement scolaire, etc., 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 soit mis en place à temps. On voit bien que certains critères, la vulnérabilité psychosociale sans critère médical, le fait d'avoir des troubles de neurodéveloppement dans la fratrie, ça, c'est un manquement. Enfin, c'est un manque. On voit bien aussi que les familles les plus vulnérables, ça va être plus compliqué. Effectivement, on va avoir plus de pertes de vue si on n'a pas effectivement de visite à domicile, si on n'a pas ce lien qui est maintenu vers la famille. On aurait peut-être aussi besoin d'un temps d'assistante sociale, par exemple, pour faire justement aussi ce travail un petit peu plus d'aller vers. Donc, toute suggestion, toute remarque venant du terrain, on ne prend pas ça comme une critique ou au contraire, on est vraiment friand d'avoir ces retours. C'est noté, pas de souci. Et c'est vrai que le travail avec les CPTS peut aussi apporter une visibilité sur ce que vous disiez, le non-accès au numérique ou quoi que ce soit, passer par les professionnels de santé qui sont en proximité avec les familles, ça peut être aussi un bon vecteur de communication, les coordinateurs de parcours. Voilà, je pense que c'est effectivement des vecteurs de communication pour aller toucher ces personnes-là. Complètement. Et puis, il y a plein de sujets qui peuvent être aussi portés par les CPTS, par exemple, et qui vont pouvoir aussi nous impacter, puisque je continue à prendre ce prisme du parcours. Par exemple, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est sport adapté, tout ce qui est voilà, travail lutte contre l'obésité infantile. C'est des sujets que nous, on aimerait bien aussi un petit peu plus porter, qu'on ne peut pas porter seul en l'état dans le cadre de l'expérimentation, mais on est vraiment intéressé par le fait de croiser les regards parce que c'est des enfants qui, justement, quand on est sur des signes de suspicion de handicap, il peut y avoir de la sélectivité alimentaire, il peut y avoir des difficultés à faire des activités en plein air, difficultés à accéder vers l'âge de 3 ans aux activités multisports ou quoi que ce soit. Donc, plein de choses qui vont finalement faire qu'on sera assez intéressé quand même sur ces sujets aussi.
Est-ce que il est 52, donc si quelqu'un a encore une question, on peut prendre encore une dernière question. Ce serait plus une remarque, Antoine Roffet, toujours. Au niveau des CPTS, effectivement, on travaille beaucoup sur ce que vous veniez de dire, là, sur tous ces sujets, obésité, enfin, addiction aux écrans, en fait, plein de choses comme ça. Et par exemple, on a créé un centre de prévention sur Draguignan avec une ambassadrice numérique qui permet de recevoir les familles, quelles qu'elles soient, pour Super. les former, les aider, voilà. Donc, bon, ça fait partie des missions qu'on considère comme celles des CPTS. Et ça marche bien, et voilà, ça peut être des ponts entre les deux pour pas faire des doublons, par exemple. Ça vous éviterait, par Non, secteur, complètement. de Complètement. rencontrer les CPTS qui sont intéressés voilà, ça intéresserait tout le monde, je pense. Bah, super. Bah, Voilà. écoutez, on se parlera. Volontiers. Génial. On a un objectif sur la fax, mais voilà, qui va nous demander du temps, mais c'est aussi de pouvoir être assez, de montrer à voir les projets, les axes de travail qui sont menés par chacun des acteurs de la coopération pour que vous puissiez aussi aller puiser, aller voir un petit peu dans ce catalogue de projets et d'outils ce qui vous intéresse et à quel moment ça peut être intéressant de travailler avec tel ou tel acteur. Alors bon, on n'y est pas encore, mais c'est une volonté qu'on a et on essaiera de le co-construire, bien évidemment, avec tout le monde. Mais oui, quand on vous entend, on sent bien la nécessité aussi de pouvoir croiser les regards et de pouvoir s'apporter là-dessus. Donc, j'avais peut-être une dernière question avant de conclure. On a parlé de la sollicitation qu'on pouvait faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir solliciter les DAC ou sur des situations, sur des accompagnements? Est-ce que vous avez des exemples là pour l'instant ou est-ce que du coup c'est quelque chose qui sera à construire et à réfléchir par rapport à des besoins futurs? Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. On y a pensé à maintes reprises et puis on n'est pas passé à l'acte. Mais je pense aussi parce qu'on n'avait pas forcément cette interconnaissance qui faisait que c'était facile. Notamment sur l'articulation entre des parcours de soins, par exemple, pour des parents euh, en situation voilà, de difficulté, avec C'est des à ça que je difficultés, par pensais, oui, exemple, effectivement. d'accompagnement, rendez-vous, etc., etc., et l'articulation des parcours enfants. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on va avoir. Typiquement, c'est nos perdus de vue, en fait. Ces enfants dont les parents sont eux-mêmes dans des parcours complexes, avec parfois des difficultés, par exemple, en termes de mobilité, et on a du mal. Et comme on n'a pas de ressources en termes de temps social, pas de TIS, enfin, on a du mal et je pense que là, il y aurait vraiment un lien à faire aussi avec les DAC, effectivement, qu'on n'a pas fait, mais qu'on aimerait bien faire. Oui, c'est peut-être un axe sur lequel on peut effectivement travailler, et, Mm. que ça soit avec entre voilà, dispositifs régionaux DAC, CPTS DAC, dispositifs régionaux CPTS. Ça peut être des axes voilà, d'aller chercher l'acteur finalement le plus de proximité qui pourra lui tirer peut-être des ficelles un peu plus facilement ou voilà, et s'entraider et coopérer autour des parcours complexes. Eh bien, il n'y a plus qu'à, du coup. Un grand merci, Electre, pour ce temps d'échange, pour cette présentation très claire. Je vais pouvoir arrêter ensuite l'enregistrement. Donc, je vous le répète, le webinaire sera disponible sur notre site internet. Alors, un peu comme pour vous, on est en cours de restructuration, de refonte. Voilà, on refait un petit peu tout notre site internet pour qu'il soit justement vraiment en lien avec ces missions, de lisibilité de chacune des missions des acteurs de la coordination. Donc, d'ici peu, le webinaire sera disponible. En attendant, on vous envoie le PowerPoint pour tous ceux qui se sont inscrits. On vous envoie le PowerPoint d'ores et déjà. Comme ça, vous l'aurez. Avec, si ça vous convient, Electre, vos coordonnées, si jamais certains Bien ont sûr. encore des questions. Et puis, sur le site internet, ensuite, voilà, vous aurez le PowerPoint, le webinaire. Et petit à petit, on va travailler à un kit outil avec encore plus d'informations. Les questions qui ont été posées seront rajoutées aussi comme une petite foire aux questions. Comme ça, vous les aurez aussi. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions ou d'autres demandes concernant le réseau Périnate, à nous le faire savoir et des propositions d'actions collectives ou de rencontres sur lesquelles la fax pourrait aussi vous aider.
Voilà, il ne me reste que plus qu'à vous dire au revoir et un grand merci à tous pour votre participation à ce premier rendez-vous. Vous avez normalement reçu le deuxième rendez-vous, voilà, donc qui aura lieu dans 3 semaines. Je n'ai plus la date exacte. En tout cas, ça sera la présentation du réseau, du dispositif ASMA, voilà, sur le suicide des jeunes adolescents et les tentatives de suicide. Donc voilà, qui prendra le relais. Encore grand merci, Electre, d'avoir lancé ces webinaires. Et on vous dit à très bientôt et une très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.